La République démocratique du Congo est un pays nanti, un pays potentiellement riche en ressources minières. Pour preuve, plusieurs nations frontalières à elle, plusieurs nations du monde, je vais le dire comme ça, et même des multinationales envient, convoitent et s'enrichissent avec les mines de la République démocratique du Congo, ou encore, si vous voulez bien, les ressources minières de la République démocratique et du Congo. Cependant, le contraste est que, bien que la RDC est potentiellement riche en ressources minières, ce qui développe d'ailleurs la nation, mais le pays demeure pauvre et sa population demeure également pauvre. Il se retrouve dans une pauvreté extrême. Pourquoi? La raison est que les Congolais n'ont pas la connaissance de ces codes miniers, cet outil qui peut justement l'amener à être prospère. Et pourquoi cette ignorance? C'est par rapport au manque de vulgarisation du code minier congolais. Et votre émission Droit pour tous a jugé utile de pouvoir amorcer une série des échanges autour de la vulgarisation du code minier congolais afin de permettre aux Congolais d'accéder à la connaissance. Comme vous le savez bien, un droit n'est droit que lorsque on sait le revendiquer. Et autour de cette question du code minier, nous allons parler de beaucoup de choses. Et tout au début, mesdames, messieurs, vous allez comprendre avec nous c'est quoi un code minier, à quoi sert un code minier. Et pour ce faire, nous avons reçu pour vous sur ce plateau de Droit pour tous un expert dans les domaines miniers, un expert dans le secteur minier et dans le secteur environnemental. Il est avocat inscrit au barreau plutôt du Sud Kivu. Je parlais de Maître Éloi Bundiboulia, à qui nous avons le réel plaisir et le privilège d'avoir sur ce plateau. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Alors, nous nous tournons du côté de notre invité, Maître Éloi Bundiboulia. Bonjour. Bonjour, Monsieur Nico. Voilà, je pense que je vous ai bien présenté parce que je sais que vous avez beaucoup de casquettes, mais aujourd'hui, je me suis limité parce que nous parlons du droit et parce que nous parlons également des mines. Je me suis limité à vous présenter en tant qu'expert minier et environnemental. Je pense que je l'ai bien fait. Oui, merci, c'est suffisant comme présentation pour l'occasion. Voilà. Alors donc vous êtes les bienvenus à cette émission Droit pour tous. Merci Nico. Voilà, comme je l'ai dit, nous sommes en train de parler de la vulgarisation du code minier en République démocratique du Congo. Je l'ai dit à l'entame, beaucoup de populations, beaucoup des Congolais n'ont pas des connaissances par rapport à cet outil, par rapport à cet instrument, par rapport à ces codes miniers congolais qui régit justement ce secteur. Alors, Maître Éloi, d'entrée des jeux, parce que nous allons vraiment, cette émission est une émission d'information, des connaissances, parce que ces téléspectateurs qui nous regardent voudraient bien comprendre. Commençons par les débuts. Ces Congolais lambda qui nous suivent, qu'est-ce qu'ils peuvent comprendre par un code minier? Oui, le code minier, c'est une loi, mais une loi un peu particulière. Ce n'est pas une loi générale. D'ailleurs, on pourrait l'appeler une loi cadre. C'est-à-dire que c'est une loi qui énonce les principes généraux, les orientations dans un domaine particulier. Naturellement, une loi est promulguée par le Parlement, mais étant donné que cette loi n'annonce que des principes,
il est suivi de ce qu'on appelle les mesures d'application, qui sont publiées par un décret du Premier ministre. Et donc, c'est ce décret-là qui vient compléter la loi dans les détails. Et c'est ça, donc, le caractère d'une loi cadre, c'est-à-dire le code minier. Donc, c'est une loi qui régit les secteurs miniers. Et voilà, le code minier, il est là, le code minier congolais. C'est une loi, c'est un document de plusieurs pages, plus de 400 pages, donc, et beaucoup d'articles. Et donc, voilà ce qu'on peut appeler le code minier. Alors, donc, donc, les téléspectateurs peuvent comprendre que c'est la loi. Donc, sans cette loi, on ne peut pas parler, disons, le secteur minier ne peut pas fonctionner correctement. Non, pas du tout. Vous savez que le rôle de la loi, c'est d'organiser la société. Et donc, un secteur comme celui-là, comme celui des mines, ne peut pas laisser à la sauvette. Donc, il faut qu'il soit organisé. Et cette organisation exige la mise en place d'une loi. Et cette loi, appelée Code minier, c'est la loi numéro 007 du 11 juillet 2002, et telle que modifiée par la loi 001/18 du 9 mars 2018. Et donc, on ne saurait pas gérer ce secteur sans un document de référence, sans un outil comme le code minier. Donc voilà toute l'importance qu'on attache à cette loi. Alors je pense que nous allons revenir, si pas pour ce numéro, nous allons revenir et nous parlerons en détail d'ailleurs, en long et en large, de cette loi de 2002 que vous venez d'ailleurs d'évoquer, qui a été révisée par la loi de 2018. Alors, à l'entame, j'ai parlé de la vulgarisation de ces codes miniers, mais est-ce que ce code minier congolais est vulgarisé? Est-ce qu'il est connu du public congolais, de la population congolaise? Oui, ce n'est pas évident que le code minier soit connu du public, parce que nous disons souvent que les lois même les plus belles du monde, lorsqu'elles ne sont pas connues, lorsqu'elles ne sont pas appliquées, elles peuvent finir par devenir une lettre morte qu'on peut piétiner sans s'inquiéter. Alors, le code minier n'est pas connu d'abord à cause de son caractère particulier. C'est une loi qui régit un secteur auquel beaucoup de Congolais ne s'intéressent pas. Au fait, le code minier est plus bénéfique aux sociétés minières. Et les sociétés minières sont l'œuvre des étrangers qui sont détenteurs de grands capitaux. Parce que pour exploiter une mine, on n'y va pas par des moyens maigres. Il faut avoir des gros moyens. Ça demande de gros moyens. Et nous, en tant que pays sous-développé, le sous-développement rime avec l'absence de moyens. Évidemment. Et donc, il y a peu de Congolais qui s'aventurent dans ce secteur. Et voilà pourquoi le Congolais lambda, qui n'a rien à faire avec les mines, ne pourrait pas s'intéresser au code minier. Et c'est la raison principale de cette ignorance. Donc, le code n'est pas bien sûr vulgarisé, mais la Constitution nous dit que nul n'est censé ignorer la loi. Si c'était une loi qui bénéficie directement aux populations, même les plus pauvres, les plus démunis, donc tout le monde devrait chercher à savoir qu'est-ce qu'elle dit. Par exemple, si c'était une loi qui concerne les droits les plus élémentaires, mais les droits miniers, ce sont des droits économiques d'un niveau très élevé qui intéressent les grands détenteurs de capitaux. Mais est-ce que le législateur congolais ne pouvait pas ne pouvait pas simplifier au fait les choses pour permettre aux derniers des Congolais quand même, parce que vous avez évoqué la question des moyens qui doivent être des moyens colossaux, mais est-ce que les législateurs n'avaient pas cette possibilité-là de simplifier quand même les choses pour permettre
aux plus petits des Congolais d'accéder à ce secteur? Oui, ce n'est pas un problème de volonté. La volonté peut être là, mais je suppose que les moyens, on ne les fabrique pas. Les moyens, on les acquiert. Donc, l'État devrait mettre en place des mesures, des dispositions pour que la population accède aux moyens, aux ressources. Par exemple, par le financement. Et si la population pouvait accéder au financement bancaire, tout citoyen congolais pouvait initier un projet d'exploitation minière et aller dans une banque, demander un crédit et commencer son projet. Mais donc, tu comprends que la seule volonté ne suffit pas. Il faut mettre le moyen, il faut mettre des politiques qui permettent aux Congolais d'accéder aux capitaux et de pouvoir investir dans les projets miniers. C'est tout ce que l'État devrait faire, mais sa seule volonté ne suffit pas. Mais aussi, si l'État le faisait aussi, ne voyez-vous pas qu'il y aura obstruction dans le chef de ces sociétés minières ou encore les multinationales que vous avez évoquées tantôt et qui voient seulement leur part de pouvoir exploiter ces secteurs? Non, pas du tout. L'espace congolais est grand. Et les minéraux sont pratiquement, se trouvent partout. Même dans le Congo central, il y a des minéraux. Mais alors, il faut qu'il y ait suffisamment de ressources, qu'il y ait des moyens financiers pour pouvoir se lancer dans une activité minière. D'abord la recherche, ensuite l'exploitation proprement dite. Donc, je ne vois pas qu'est-ce que l'État pouvait faire d'autre que de susciter peut-être des Congolais aussi à trouver suffisamment de capitaux pour s'intéresser à ce secteur. Alors, Maître Eloi, parlons de l'importance du code minier pour une nation. À quoi sert-il ce code minier? Certainement, vous avez répondu d'une certaine manière, mais quelle est son importance? Quel est son apport? Oui, vous avez dit que le Congo, c'est un pays riche, un pays nanti par les ressources naturelles. Les ressources naturelles, c'est quelque chose qu'on n'a pas créé, qu'on a trouvé dans la nature. Donc, quelque chose que Dieu a pourvu. Dans sa providence. Donc, les ressources naturelles, voilà une richesse que vous trouvez sur là où vous vous installez. Alors, malheureusement, le Congolais lui-même reste pauvre. Il n'est pas en mesure de pouvoir transformer ces ressources-là en richesse, en richesse palpable. Et donc, l'importance du code minier, c'est de mettre en place un système de gestion de ces secteurs miniers. Une gestion rigoureuse. Une gestion qui est compatible, pas seulement rigoureuse, mais qui est compatible avec les objectifs de développement. Le développement, on peut le définir de plusieurs manières, mais le développement, c'est une évolution d'un certain niveau à un autre. Donc, pour quitter le niveau de pauvreté où nous sommes et approcher les niveaux des pays en voie de développement, il faut que nous puissions nous donner des outils. Et un des outils, c'est ce code minier. Donc, son rôle, c'est de pouvoir gérer les secteurs, de sorte que ces secteurs puissent apporter le développement aux Congolais. Quitter la pauvreté pour vivre des moyennes et par la suite être développés. Alors, aux côtés du code minier, il y a aussi ce qu'on appelle le règlement minier. Et le règlement minier, à son tour, qu'est-ce que les Congolais, les téléspectateurs qui nous regardent peuvent retenir par là? Oui, je n'ai pas amené le règlement minier, j'ai seulement amené le code minier. Oui. Parce qu'à tout moment, vous allez brandir les codes. De manière pédagogique, j'ai amené seulement les codes. Oui. Mais prochainement, je vais amener le règlement minier. Et le règlement minier, ce n'est pas une loi, mais un décret. Un décret du Premier ministre qui vient expliciter le code. Parce que, comme je l'ai dit, le code, c'est un ensemble de principes généraux, d'orientation, de politique. Mais déjà là, vous faites une démarcation entre le code minier et le règlement minier, une différence. Exactement. Ce n'est pas vraiment
deux documents tout à fait différents, mais deux documents complémentaires. Les règlements miniers viennent compléter les codes congolais en ce qu'ils l'explicitent. Ça s'appelle mesures d'application. Donc, le code de règlement minier n'est pas un autre document vraiment très différent, mais un complément du code minier pour faciliter son utilisation et sa compréhension. Et lorsque vous parlez des mesures d'application, en des termes beaucoup plus simplistes, qu'est comprendre? Oui, les mesures d'application, j'ai dit les principes. Par exemple, le code minier détermine la manière dont il faut obtenir les droits miniers. Comment il faut constituer un dossier pour solliciter les droits miniers au niveau des services de l'État et particulièrement le cadastre minier. Mais c'est le règlement minier qui vient maintenant donner les détails des documents, de la procédure, comment il faut s'y prendre. Et sinon, ce règlement vient détailler les éléments qui sont dans les dispositions du code minier. Et c'est là uniquement la différence. Mais est-ce que les législateurs, en instituant ce code minier, ne pouvaient pas combiner les deux instruments que de les dissocier? Non, ils ne pouvaient pas les combiner parce que c'est comme ça que cela est souhaité. Une loi cadre, comme je l'ai dit au départ, annonce les principes généraux, annonce les orientations, les lignes politiques, mais maintenant, cela vient et ça se prend au niveau du Parlement. C'est une loi qui est votée au Parlement. Mais maintenant, le détail de pratiques quotidiennes n'ont pas besoin d'être promulgués pris au niveau du Parlement, votés au niveau du Parlement, mais plutôt le Premier ministre. Parce que c'est une loi qui va être utilisée au quotidien par le gouvernement. Et changer une loi, c'est plus lourd par rapport au changement d'un décret du Premier ministre. Donc, il est important que ces mesures d'application soient contenues dans un décret pour en faciliter la modification lorsque le besoin se présente. Vous savez que le code minier ne peut pas être modifié de n'importe quelle manière et à tout moment. Il y a ce qu'on appelle une clause de stabilité. Il faut attendre 5 ans, non mais actuellement c'est 5 ans, pour pouvoir modifier le code minier. Donc nous allons revenir sur ça au moment où... Exactement, mais le règlement minier, on peut le modifier. Le Premier ministre peut, lorsque les circonstances l'exigent, peut revenir sur les mesures d'application sans changer les grands principes. À tout moment. Voilà, à tout moment. Comme disent les latinistes, ad nutum. Exactement. Alors, chers téléspectateurs, comme vous le comprenez, nous sommes en train de parler justement de ces codes miniers congolais. Nous parlons de la vulgarisation de ces codes miniers et tout au long de cette émission, de ces numéros, vous allez comprendre que nous sommes en train de mettre des bases par rapport à cet instrument. Alors, Maître Éloi, nous continuons. Parlons quand même de l'historique de ces codes miniers en République démocratique du Congo. Comment il a commencé, comment il tire ses origines et comment il évolue? Oui, le code minier, il a été promulgué en 2002. C'est pas très longtemps, c'est récemment. Donc, mais l'histoire des mines du Congo est très longue. C'est de là que nous voulons savoir. Depuis que le Congo existe, ces mines sont toujours sur son territoire. Sur son territoire. Et ces mines ont toujours été exploitées. D'ailleurs, lorsque Léopold II avait obtenu le Congo, c'est parce que le Congo, c'était un pays nanti que ça l'avait intéressé. Et donc, à l'époque de Léopold II, déjà, on pouvait parler des minéraux. Les gens avaient plus l'attention au caoutchouc, mais les minéraux aussi étaient exploités au Congo. Et à la suite de
la cession du Congo à la Belgique, il y a eu l'État indépendant du Congo. Effectivement, le Congo était aussi, les minéraux du Congo étaient aussi gérés par les lois de la Belgique. Donc, il y avait des sociétés à charte, il y avait l'Union minière du Katanga, il y avait la compagnie du Haut-Katanga, et donc ces minéraux étaient gérés à la manière, selon la politique des colons belges. Des colons belges. D'abord de la politique de Léopold II et ensuite des colons belges. Et donc les minéraux étaient un outil donc il fallait exploiter le Congo à tout prix. Donc exploiter jusqu'à la moelle épinière. Et donc les Belges ne devraient pas aller du dos de la cuillère, il fallait se servir pour aller constituer ses réserves, pour aller constituer sa richesse qui a bâti la Belgique. Donc, jusqu'à la période de l'indépendance, ces lois nous ont suivis parce que c'était des lois, un secteur spécifique et très juteux. Et nous sommes tous au courant que lorsque nous avons reçu l'indépendance politique, cette indépendance n'a pas été suivie de l'indépendance économique. Effectivement, les Belges ont continué à avoir la même mise sur ces ressources minières. Mais pourquoi c'est sur base d'une certaine ignorance? Pourquoi nous, les nationaux, les fils du pays, n'avions pas des connaissances par rapport à ça? Non, c'est l'effet de la domination, c'est l'effet de la colonisation. La colonisation réduit les peuples au néant. C'est-à-dire que... Même sa façon de réfléchir est exactement. C'est-à-dire que si on n'a pas le moyen financier, on dit que la sagesse du pauvre est méprisée. Là, on n'a pas les moyens financiers pour pouvoir s'exprimer sur l'échiquier international, s'exprimer à un niveau plus élevé. Comment on va venir foutre son nez dans un secteur aussi complexe comme les mines? Donc, les Congolais ne pouvaient pas prendre une suprématie dans le secteur des mines pendant que sur le plan général, sur le plan de la politique, ils ne décident pas. Donc, les minéraux étaient pratiquement un moyen d'asseoir la colonisation. Les colons devraient s'enrichir davantage. Les colons devraient s'enrichir davantage pour dominer aussi davantage. Donc il fallait sévir, il fallait utiliser les Congolais comme des ouvriers dans les mines du Katanga, mais les directeurs, les cadres, c'était des Blancs. Donc voilà toute l'explication du fait que les Congolais n'avaient pas de mots à dire à ce moment-là à ce qui concerne ces ressources naturelles. Alors nous avons obtenu l'indépendance. Et cette loi-là ces lois-là belges nous ont suivis jusqu'en 1981. Le président Mobutu va promulguer une première ordonnance loi qui porte des dispositions générales applicables aux mines et aux hydrocarbures. Donc cette loi-là va essayer d'organiser le secteur minier, mais pas seulement comme lui seul, mais le secteur minier était associé au secteur des hydrocarbures. Et cette loi a été modifiée en 1982. Et c'est cette loi qui nous a régis jusqu'au moment où nous avons eu le code minier en 2002. Donc voilà un peu l'historique. Donc vous avez dit qu'en 1981, les codes miniers étaient associés aux hydrocarbures. Exactement. Mais comment ça fonctionnait tous les deux? Il n'y avait pas obstruction de ces... Non, il n'y avait qu'un seul ministère, le ministère des mines et des hydrocarbures. Et donc c'est ce ministère-là qui gérait les deux secteurs, c'est-à-dire les mines et les hydrocarbures. Mais et cela a fonctionné parce que les gens ont vécu à ce moment-là
et les mines étaient en train de renflouer les caisses de l'État, ainsi que les hydrocarbures. Donc ce n'était pas incompatible. C'était peut-être lourd, mais ce n'était pas incompatible. Alors revenons un peu sur la période coloniale, la période d'avant l'indépendance. Est-ce qu'il n'y avait pas des Congolais évoluer dans le secteur des mines qui pouvaient, par exemple, prendre la révolution pendant que les colons belges étaient en train d'exploiter seuls ou de manière unilatérale les mines de la RDC? Non, non, effectivement, il y avait des opérateurs économiques congolais. Vous avez connu certains opérateurs économiques congolais ici à Kinshasa, hein, de l'époque coloniale et pré-indépendance. Mais ces Congolais-là n'avaient pas, comme je vous l'ai dit, ils n'avaient pas les capacités financières nécessaires pour pouvoir s'intéresser à un tel secteur. Et tout cela était une politique du colon. Je ne m'imagine pas que les colons belges pouvaient octroyer une société à un groupe de Congolais pour qu'ils puissent exploiter les minéraux. Parce que ça va vous étonner que même jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de Congolais qui détiennent des sociétés minières. Donc ce qui était vrai hier l'est encore jusqu'à aujourd'hui. Et donc, on ne sait pas s'attarder sur le comportement du colonisateur, parce que même aujourd'hui, c'est toujours pratiquement le même comportement. Le même comportement, c'est encore la même chose. Voilà. Alors, à cette époque-là, c'était des sociétés à charte, des sociétés qui étaient régies par des conventions pratiquement entre l'État et les titulaires des droits miniers. Des conventions, il n'y avait pas de loi, c'était des accords, des contrats entre les titulaires des droits miniers et l'État congolais, qui lui dit voilà tes obligations, voilà aussi tes droits. Et dans un seul document, une sorte de contrat qui est pratiquement très simplifié, et voilà, les gens pouvaient faire ce qu'ils pouvaient faire. Alors, avant d'arriver à la promulgation du code minier de 2002, il y a eu des forts moments de turbulences qui ont émaillé justement, on va dire, la rédaction de ces codes miniers. Il y a eu plusieurs événements qui sont venus partant des turbulences connues par le pays, ce qui nous a amené au Sun City, l'histoire de la guerre. Peut-on connaître quand même ce détail-là? Oui, avant la promulgation du code minier, vous vous souviendrez qu'il y a une rébellion qui est venue de Uvira, de Lemera, jusqu'à Kinshasa. C'est la rébellion de l'AFDEL, qui a été conduite par Mouzé Laurent Désiré Kabila. Et lorsque Mouzé est arrivé à Kinshasa, il avait une tendance de pouvoir nationaliser certaines sociétés minières, particulièrement celles qui se retrouvaient à l'est du pays. Et la plus grande société qui s'occupait de l'exploitation de l'or et de la cassiterite à l'est du pays, c'était la société Somenki, la société minière du Kivu. Et cette société-là, qui était au sein de laquelle l'État était associé avec des Américains et des Canadiens, a pratiquement été nationalisée. Et ces gens-là n'étaient pas contents. Ils sont allés assigner la République démocratique du Congo en justice au Centre international d'arbitrage. Et la République démocratique du Congo avait perdu les procès. Et là, nous sommes dans quel pays? Et là, nous sommes aux États-Unis. Et la République démocratique du Congo avait perdu les procès. Et par la suite, Mouzé est décédé, il a été succédé par son fils. Et son fils, cherchant la sympathie des Américains, était obligé
de remettre ces actionnaires-là dans leurs droits. Alors, il y a eu un arrangement à l'amiable, et cet arrangement à l'amiable est abouti à ce que ces Américains-là, avec les Canadiens, puissent garder les concessions aurifères et laisser au gouvernement les concessions stanifères, c'est-à-dire les concessions des cassitérites. C'est alors qu'est né ce qu'on appelle aujourd'hui la SAKIMA. Ok. Alors, c'est autour de cette turbulence, c'est avec maintenant l'avènement au pouvoir de Joseph Kabila que la promulgation du code minier va être promue. Au fait, cela a été parmi ses premières réalisations, la promulgation du code minier. Donc voilà un peu le contexte qui a émaillé la promulgation du code minier de 2002. Et donc, avec l'appui de la Banque mondiale, qui était très intéressée à pouvoir soutenir le Congo, et c'est ainsi que ce code minier-là a été considéré comme un outil pour favoriser les investissements vers la République démocratique du Congo. Bien sûr que cela ne concernait pas seulement la partie est du pays, mais aussi il y a les grands Katanga, les grands poumons avec le cuivre et le cobalt. Mais vous savez que l'intérêt des minéraux dépend du cours sur le plan international. Évidemment. Lorsque le cours est très élevé, les gens sont intéressés à certains minéraux. Lorsque le cours baisse, les gens ne s'intéressent pas. Donc voilà, à cette époque-là, l'actualité était pratiquement plus tournée vers l'est du Congo, avec ce qu'on a appelé le boom du coltan. Le boom du coltan. Voilà. Coltan ou coltan? Coltan. Coltan, Oui. Voilà. Le boom du coltan. Mais les Congolais n'ont pas connaissance des... n'ont pas assez de connaissances sur ça. Voilà, exactement, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Les Congolais, voilà, le coltan, c'est une ressource, c'est minéré, qui se retrouve plus dans la partie est. Et c'est pourquoi d'ailleurs, cela fait l'objet de la guerre actuelle. Ceux qui bénéficient de ces minéraux, ceux qui veulent piller le Congo, pensent qu'il faut prendre ces minéraux par la force, au lieu de signer des contrats avec la République démocratique du Congo, que ces multinationales qui utilisent ces minéraux viennent directement négocier avec le Congo et s'approvisionner de manière propre, plutôt que de nous faire la guerre. Donc, ces minéraux-là est très essentiel dans ce qu'on appelle aujourd'hui la transition énergétique. Et donc, ça va toujours continuer à faire l'actualité aussi longtemps que ces minéraux seront très recherchés. Alors, à l'entame de cette émission, maître, nous l'avons dit, nous parlons de la vulgarisation, parce que ce que nous sommes en train de faire, c'est déjà vulgariser les codes miniers. On a dit que les multinationales convoitent les richesses, les mines de la RDC, les nations frontalières. D'ailleurs, vous venez de l'évoquer ici, avec les coltans, les nations voisines, en l'occurrence le Rwanda, est en train de nous agresser à cause de nos richesses, à cause de nos mines. Et les richesses qui devaient nous enrichir, aujourd'hui la RDC se retrouve pratiquement à la traîne, dans la pauvreté, concrètement, avec les codes miniers. Les choses doivent se passer comment pour que les Congolais se retrouvent quand même par rapport à leurs richesses? Oui, effectivement, si le code minier n'est pas connu, ça veut dire que non plus il n'est pas appliqué. Voilà. Et qui sont chargés de faire appliquer le code minier? Ah oui, c'est la question d'ailleurs que nous avions prévue, voilà. Oui, ceux qui sont chargés de faire appliquer le code minier, ce sont les gouvernants, c'est le ministère des Mines et les services techniques qui sont attachés à ce ministère. Ce sont eux qui sont chargés de faire appliquer le code minier. Nous ne pouvons pas dire qu'eux ne les connaissent pas. Mais lorsqu'on parle de la connaissance de la loi, c'est par rapport à ces
bénéficiaire. En quoi la population peut se considérer comme bénéficiaire? C'est lorsque, au milieu de la société, de la population, il y a des investisseurs. C'est-à-dire que s'il y a des Congolais qui décident d'investir dans les secteurs miniers, il faut qu'ils connaissent que dit le code minier. Ça, ce sont les investisseurs. Mais il y a aussi la population lambda, ou la population locale, qui est le premier propriétaire de cette ressource. Le code minier fait obligation aux sociétés qui exploitent les minéraux de faire ce qu'on appelle la responsabilité sociétale, c'est-à-dire de s'occuper du développement des communautés autour de l'exploitation minière. Donc, si la population ne connaît pas les codes miniers, avec toutes ces obligations qui sont faites aux titulaires des droits miniers, ça veut dire que les populations ne seront pas réclamer ces droits. Et c'est ainsi que, depuis 2002 pratiquement, qu'on a promulgué les codes miniers, il y a plusieurs sociétés minières qui se sont installées, qui ont intensifié l'exploitation, mais le vécu quotidien de la population reste le même. Et donc, cette ignorance-là fait que la population ne sait pas revendiquer ce qui lui est dû par ces sociétés qui exploitent ces ressources naturelles. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut une meilleure gouvernance. Parce que l'État a la responsabilité d'appuyer aussi la population pour faire respecter les droits auxquels les sociétés minières sont assujetties. Donc, si la population connaît ces droits, elle va revendiquer, et avec l'appui de l'État, les sociétés vont s'exécuter, et voilà, nous allons chasser la pauvreté au milieu de la population. Mais également, ces sociétés sont appelées à contribuer, à payer les impôts, à payer les taxes. Mais est-ce qu'ils les font d'ailleurs régulièrement? Exactement. S'ils les font, est-ce qu'ils les font régulièrement? Exactement. Est-ce qu'ils sont contrôlés? Voilà. Je ne peux pas dire que les sociétés minières ne payent pas les taxes. Mais nous savons que les degrés de corruption, les degrés de détournement des fonds publics dans notre pays est à un niveau très élevé. On peut mobiliser les taxes, mais l'affectation ou bien l'utilisation n'est pas rationnelle. L'utilisation n'est pas conforme à la loi. Dans le budget de l'État, vous allez constater que le Parlement vote les budgets, on donne les montants du budget, mais la réalisation de ces montants, à la fin, vous allez constater qu'on n'a pas recouvré tout ce qu'il fallait recouvrer. Et ce qui est dommage. Donc voilà, beaucoup de facteurs font que les ressources naturelles, les recettes qui sont générées par ces ressources naturelles à travers les sociétés minières ne bénéficient pas à la population parce que les mécanismes par lesquels la population doit bénéficier ne sont pas bien appliqués, notamment par l'exécution budgétaire, mais aussi par la responsabilité sociétale des entreprises. Mais il y a également cet aspect de la corruption. Je ne parle pas de la corruption dans le chef des gouvernants, mais leur comportement, les comportements de certains gouvernants laissent comprendre qu'ils sont impliqués dans ces actes-là de corruption avec des entreprises minières. Et ce qui ne favorise pas voilà, un bon climat au fait des affaires. Et ce qui ne profite pas aussi à la population. Oui, exactement, monsieur Nico. C'est-à-dire que nous avons essayé de voiler un peu ma casquette d'acteur de la société civile. Mais suivant votre question, je suis obligé de me dévoiler. Oui, oui. En disant que tous ces gens tous ces agents de l'État
qui sont responsables du secteur minier, ce sont des fonctionnaires. Mais nous savons jusque-là que l'éthique du fonctionnaire n'est pas très élevée. L'éthique n'est pas très élevée et même le recrutement de ces fonctionnaires n'est pas rigoureux. Donc, on peut avoir parfois une certaine incompétence parce qu'on n'a pas été recruté suivant les normes. Évidemment. Mais maintenant, à l'incompétence va s'associer ce détournement des fonds et la corruption à outrance. Et ce qui continue à tirer notre pays vers les bas. Et c'est même parmi le cheval de bataille du gouvernement de pouvoir réduire sensiblement les taux de corruption, les taux de détournement et bien sûr que les caisses de l'État soient suffisamment renflouées. Mais lorsque les caisses sont renflouées, l'utilisation de ces ressources doit être aussi rationnelle et conforme aux exigences légales. Alors là, nous avons un tout petit peu déjà entré dans le fond de la matière, mais revenons à notre démarche. Est-ce que le code minier est une... quand on parle du code minier, est-ce que c'est une question essentiellement, disons, qui touche à la souveraineté d'un État ou des États? Oui, l'article 9 de la Constitution, je crois, dit que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. C'est ce que disait l'ancienne Constitution qui a été changée en 2006 pour dire que l'État exerce une souveraineté permanente sur les sources du sol, du sous-sol, et par conséquent, sur les minéraux. L'État doit exercer une souveraineté. C'est un élément de la souveraineté de l'État. Et même les instruments juridiques internationaux reviennent sur cet aspect de la souveraineté. Parce que lorsqu'il y a pillage des ressources naturelles, par exemple à l'Est, un autre pays vient piller les ressources du Congo, c'est-à-dire priver le Congo de sa souveraineté sur les ressources. Aujourd'hui, les minéraux qui sont exploités à Rubaya, le Congo ne les contrôle pas. C'est-à-dire que la souveraineté du Congo est battue en brèche. Elle a perdu une partie. Est-ce qu'on peut dire qu'elle a perdu une partie de cette souveraineté? Exactement, pas une partie, mais une grande partie de la souveraineté sur les ressources naturelles. Parce que nous ne savons pas quelles sont les quantités qui sont en train d'être extraites de Rubaya aujourd'hui. Quelle est la destination? Quels sont les droits de la population? Nous sommes ignorants de tout cela parce qu'effectivement, nous ne contrôlons pas la partie est du pays. Néanmoins, ça reste une partie intégrante du Congo. Et donc, cette souveraineté est battue en brèche et cela est intolérable. Parmi les accords que le Congo a signés, il y a cette obligation de respecter la souveraineté du Congo sur les ressources naturelles et particulièrement les minéraux. Et lorsque la RDC, dans les cas sous examen où elle a perdu cette partie-là, on va dire momentanément, parce qu'on sait qu'on va récupérer tous nos territoires. Alors, lorsqu'elle perd cette partie de la souveraineté, et ceux qui sont en train de les contrôler, parce que dans les codes miniers, nous allons en parler peut-être plus tard, parce qu'il y a des conditions qui doivent être remplies justement pour exploiter. Ceux qui le font là, les font de manière, comment je veux dire le terme, sans respecter les normes établies par le code minier, notamment le respect de l'environnement et consorts. Oui, si ceux qui exploitent à l'Est aujourd'hui ne respectent pas le code minier, ne sont soumis à aucune loi. Et d'ailleurs, vous avez suivi qu'il y a eu des éboulements à Rubaya. On a dit qu'il y avait plus de 200 personnes qui étaient mortes. C'est parce que les conditions d'exploitation ne sont pas respectées. C'est du pillage, donc ils font vite pour emmagasiner la plus grande quantité de réserves. Et je crois que dans les réseaux sociaux, on nous a montré
un hangar, un grand espace au Rwanda où on vient déverser tout cela. Donc, je crois que tout ce qui a été d'être pris à Rubaya est en train d'être déversé quelque part. Et le Rwanda, connaissant que le marché des minerais est organisé, peut-être qu'il ne va pas exporter maintenant et attendre de stocker pour atteindre les meilleurs moments pour pouvoir exporter. Donc, les normes ne sont pas respectées, les normes environnementales, les droits de l'homme ne sont pas respectés, la responsabilité sociétale n'est pas exercée, et par conséquent, on ne peut pas se gêner de dire que les minéraux qui sont en train d'être extraits de l'Est aujourd'hui sont les minéraux de sang. Donc la situation d'aujourd'hui est comparable à celle de 2010-2011, lorsque les Américains avaient pris ce qu'ils appelaient la loi Dodd-Frank. La loi Dodd-Frank interdisait aux sociétés cotées à la bourse des États-Unis de s'approvisionner en minéraux provenant de l'Est de la République démocratique du Congo, sans se rassurer qu'il ne s'agit pas de minéraux de sang. Donc aujourd'hui, nous sommes dans la même situation et je crois que le Congo a déjà formulé cette demande pour que les minéraux qui sont en train d'exploiter actuellement dans la partie est du Congo soient considérés comme des minéraux de sang et donc non éligibles sur le marché international. Voilà, Maître Éloi, on nous fait signe que nous avons épuisé toutes nos minutes. Alors, je vous accorde juste une minute plutôt pour conclure cette émission d'aujourd'hui. Pour les téléspectateurs qui nous ont suivis en cours et qui nous suivent à la fin, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir de cet échange? Qu'est-ce qu'ils peuvent retenir justement de ce qu'on appelle les codes miniers congolais? Parce que c'est de ça que nous avons introduit nos séances de vulgarisation. Oui, exactement. Nos téléspectateurs doivent retenir que le code minier, c'est un code qui est venu innover. C'est-à-dire que les législations anciennes de 81, de 82 et même de 63, ces législations-là étaient devenues archaïques, ne correspondaient plus au contexte. Ces législations-là étaient révolues. Et ces législations-là avaient une particularité, ce sont les conventions. Ces législations avaient consacré ce qu'on appelle le régime conventionnel, c'est-à-dire que c'était des contrats qui étaient signés entre l'État congolais et les titulaires des droits miniers, mais qui leur accordaient beaucoup d'avantages sur le plan fiscal et même sur le plan des étendues. Alors, le code minier a consacré ce qu'on appelle un régime de droit commun. Tout le monde, tout récipiendaire, toute personne qui veut acquérir un titre minier doit se conformer au code minier. Il n'y a pas de privilège, il n'y a pas d'avantage particulier. Tous les avantages sont détaillés ici. Le régime fiscal, douanier et d'échange, c'est un régime particulier, spécial. Et donc, il n'y a pas besoin de recourir à un autre avantage, par exemple du code des investissements, en ce qui concerne les minéraux. Tout le monde doit suivre ce qui est prescrit par le code minier. Et voilà, c'est un grand avantage qu'on devra exploiter pour que le minerai, effectivement, puisse contribuer au développement du pays. Voilà, c'est un grand avantage à exploiter pour que, effectivement, les minéraux de la RDC puissent contribuer au développement de la République démocratique du Congo. C'était votre conclusion, Maître Éloi Bundi Boulia. Je rappelle que vous êtes avocat inscrit au barreau du Sud-Kivu. Vous êtes également praticien du droit au quotidien, expert en mines et environnementales. Il ne nous reste qu'à vous dire en tout cas merci de vos explications, de votre participation à cette émission Droit pour tous consacrée aux mines. Merci Nico et à la prochaine. Merci beaucoup. Et à vous, très chers téléspectateurs, vous comprenez que nous arrivons pratiquement
au terme de notre échange d'aujourd'hui consacré à la vulgarisation du code minier congolais, cet instrument qui vient justement pour apporter des solutions, amener des normes, mettre de l'ordre dans le secteur congolais afin que les mines de la RDC, les secteurs miniers congolais soient connus du grand public. Donc vous voyez que nous avons échangé autour de ces codes miniers. Il ne reste qu'à vous de pouvoir justement de les s'approprier, de chercher à avoir une connaissance par rapport à ça et de profiter au maximum des avantages ou des bénéfices qui sont contenus dans ces codes miniers. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous allons continuer avec le même élan, avec le même thème, à parler de la vulgarisation du code minier. D'ici là, restez branchés sur votre télévision. Au revoir et à la prochaine.